On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On fait le bilan de mi-mandat du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. On parle des enjeux de la dernière année, des dernières semaines et aussi, bien sûr, de l'adoption du budget pour 2020 qui comporte une hausse de taxes de 2 %. Le conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu a adopté unanimement il y a quelques jours le budget 2020, un budget de 177 millions de dollars qui comporte une hausse de taxes moyenne d'environ 2 %. Avec nous pour en parler et parler de d'autres sujets également qui ont façonné la dernière année, voire même les 2 dernières années. On est un peu aussi au bilan de la mi-mandat, le maire Alain Laplante. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Bon, vous vous êtes entendu sur le budget. Le printemps dernier, il y avait eu dissidence au niveau du PTI, le programme triennal des mobilisations. Par contre, qu'est-ce qui fait que le Conseil unanimement s'est entendu sur ce budget-là? Mais on s'est entendu également l'année passée. Oui, c'est vrai. C'est notre troisième budget, dans le fond, depuis mon arrivée en poste. Et puis, le premier budget avait été voté sur division. Les gens de l'équipe pour Saint-Jean avaient voté contre, mais les indépendants avaient voté à ce moment-là pour. Donc, le budget avait été adopté. Je ne sais pas pourquoi on s'est entendu. On a bien travaillé, j'ose croire. Quelles sont les grandes lignes de ce budget? Parce que moi, la première chose qui m'a marqué, c'est l'augmentation des dépenses, qui est à 3,8 ou 9 % quand même. Évidemment, l'augmentation de taxes n'est pas aussi grande que l'augmentation des dépenses, mais à quoi peut-on attribuer une augmentation des dépenses quand même significative par rapport à l'an passé? Mais premièrement, Saint-Jean-sur-Richelieu continue à croître. On est de plus en plus de citoyens, donc on a plus de services à offrir. Donc, automatiquement, bien, le budget est en augmentation. En plus de ça, bien, il y a eu un des facteurs importants, c'est l'augmentation du coût de la main-d'œuvre. Donc, vous savez, on est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Nos relations et cette pénurie-là affecte également la municipalité. Ceci dit, nos relations de travail vont extrêmement bien avec la municipalité. On vient tout récemment de signer notre convention collective avec l'École Blanc. Là, on est sur le point de signer celle avec l'École Bleue aussi. Oui. Donc, bien, ceci dit, convention collective étant signée, il faut payer aussi ce qu'on s'est engagé à payer. Donc, il y a une croissance du coût de la main-d'œuvre. De l'augmentation, c'est relativement important. C'est tout près là, de 4 millions de dollars là, qui sont affectés à la main-d'œuvre. Donc, une des raisons, c'est celle-là. Et puis, il y a une autre facture importante cette année, c'est la mise en place du compostage. C'est le fameux bac brun. Le bac Bruno, qu'on l'appelle. Qui est en projet pilote actuellement sur l'île Sainte-Thérèse, à Saint-Grégoire. Donc, et on a décidé cette année, en 2020, d'implanter sur tout le territoire le bac brun. Et ça coûte un bon montant? Ça coûte du 2 % d'augmentation en moyenne. Ça représente le quart, donc 0,5 %. Donc, le quart de l'augmentation de taxes cette année est dû principalement au bac brun. Exactement. Donc, pas de bac brun, on aurait eu une augmentation de 1,75. Même un 1,50. 1,50, pardon, 1,50. Donc, le bac brun, il est pour quelque chose. Parce que quand on est à confectionner le budget, est-ce que vous aviez passé une commande ou est-ce que les 13 élus même ont passé une commande à l'administration pour dire, nous, cette année, on est confortable avec un 2 % incluant le bac ou 2,5 % ou 1,5 %, je ne sais pas. Est-ce que, à quel moment ça se joue, ça, dans le travail du budget, de dire à l'administration, nous, les élus, on est confortable avec une augmentation, mais pas plus que de temps? On tourne toujours autour de l'indice des prix à la consommation, de l'inflation. Donc, c'est toujours ça l'objectif à chaque année. Mais dans le cadre de la façon que ça fonctionne, l'exercice budgétaire, c'est que dès le début de l'année, chacun des directeurs de service met sur la table leurs besoins, leurs expectatives de développement, etc., les projets qu'on veut réaliser. Donc, et là, on additionne les demandes. Et là, ensuite, on se rend compte que, bon, on prévoit que la municipalité va croître, que nos revenus vont croître. Il y a le pacte fiscal qu'on a signé récemment avec le gouvernement du Québec, donc qui nous amène aussi un apport d'argent supplémentaire. Donc, et là, on vérifie si nos rentrées de revenus avec nos dépenses, la croissance de nos dépenses, si ça balance. Il y a toujours des choix à faire. Bon. Je lisais quand même quand les médias locaux ici ont publié la nouvelle sur l'augmentation du 2 % et on le dit, là, c'est un budget unanime, là. Mais malgré ça, je lisais dans les commentaires des gens qui disent « Ouais, mais on est à côté, on est surtaxé. Est-ce que la Ville n'aurait pas pu nous offrir un statu quo? » Bref, comment peut-on expliquer au public qu'un statu quo, bien, ça pourrait se faire, mais qu'il faudrait à ce moment-là couper dans des dépenses, que le Conseil ne veut pas faire non plus? Donc, il est où le juste milieu entre une augmentation de taxes, disons, raisonnable, versus même ne pas avoir d'augmentation de taxes?
La réponse, elle est individuelle à chacun. Hein. Sur une maison moyenne à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est rendu à 285 000 de valeur. L'augmentation de 2 ça correspond environ à 55 Donc, est-ce que c'est trop d'argent, pas assez d'argent? Ces 55 ne représentent pas nécessairement beaucoup d'argent. Une sortie au resto, conjointe, mais la réalité, c'est qu'il y a une certaine clientèle, les personnes âgées, par exemple, qui vivent de leur pension, où on voit les revenus de pension ne sont pas indexés ou ne croîtent pas à la même vitesse que l'électricité, la nourriture, et là, les coûts de logement, et là, les taxes municipales s'ajoutent à ça également. Donc, dans le fond, c'est l'addition, même le taux d'inflation, ça devient lourd pour une certaine clientèle, là. Donc, comme je vous dis, tout est relatif à chacune des personnes, mais effectivement, on est confronté avec des demandes de nos citoyens, on est confronté avec des réalités aussi du marché du travail, des réalités budgétaires, et on doit conjuguer. On a malheureusement des choix difficiles à faire. Bon, et pour terminer sur l'aspect budget et l'ajout du bac brun, ce qu'on en comprend, c'est que c'est prévu pour novembre 2020. Donc, ça voudrait dire qu'à la fin de l'année 2020, tout le monde à Saint-Jean-sur-Richelieu aurait son bac brun devant la porte? Oui, bien, on va les distribuer avant ça, évidemment, et puis avec de la communication, avec des guides, on va expliquer aux gens quoi faire. Et là, demandez-moi pas trop des questions techniques à moi. Qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut pas mettre dans le bac. Mais on a décidé de débuter la cueillette des matières compostables au début de l'hiver, donc en novembre, où il y a moins de problématiques d'odeur. Donc, le compost, en théorie, si c'est bien fait, il n'y a pas de problématique d'odeur, mais il faut que ça soit bien fait. Qu'est-ce qui fait que ça a été si long à Saint-Jean? Parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui ont déjà le bac brun. Moi, souvent, la question m'est posée, puis honnêtement, je n'ai pas la réponse, mais qu'est-ce qui fait que ça a pris autant d'années? Tant mieux sont là, mais pourquoi ça a été long? C'est qu'on attendait d'avoir le certificat d'autorisation pour qu'on ait à Saint-Jean notre propre plateforme de compostage. Et malheureusement, on n'a pas encore le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, donc on ne peut pas aller de l'avant avec la construction de cette plateforme de compostage-là, mais on a décidé que tout de même si on n'attendrait pas, dans le fond, après le gouvernement. On va tout de suite implanter le bac brun, faire les communications, expliquer aux gens. Entre-temps, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas notre propre plateforme ici, on va transporter les matières à Saint-Hubert et ensuite les matières vont être transportées en Ontario, à Moose Creek ou Compo. Vous savez, Compo, la société mixte MRC, Matrec, qui compose l'entreprise Compo Richelieu, donc Matrec a déjà une usine en Ontario. Donc, dans le fond, c'est la même usine 2.0 qu'on veut venir implanter ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on ne voulait pas être tributaire d'une annonce gouvernementale ou d'une autorisation gouvernementale. Et puis, on savait que ça serait laborieux, d'implanter les bacs, changer nos habitudes, et puis expliquer aux citoyens, et puis débuter à un moment approprié. Donc, on le fait en novembre 2020, et puis on se croise les doigts pour que notre plateforme soit ouverte le plus rapidement possible. Bon. Parlons maintenant des autres sujets ou des autres enjeux dans la dernière année, notamment, ou même dans les dernières semaines, l'Église Saint-Gérard. Finalement, il y a eu un référendum, parce qu'ultimement, la tenue de registre avait montré un nombre important de signatures. Référendum ultra serré, là, qui s'est terminé à 45 contre 42 en faveur du projet. Encore une fois, le Conseil était unanime derrière cette préservation de l'Église et du projet en question. Êtes-vous satisfait de ce résultat, même s'il est serré et qu'il y a eu même à la limite certaines contestations un peu, ou certains même remettaient en doute peut-être le fonctionnement du référendum? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Moi, ce qui m'importe, c'est de préserver le bâtiment patrimonial, le bâtiment de l'Église. Ce qui était intéressant avec le projet sur la table, c'est que le promoteur s'engageait à prendre en charge le bâtiment patrimonial, l'Église Saint-Gérard. Donc, évidemment, il y a un coût attaché à tout ça, un coût environnemental. Ça implique que la municipalité cède une partie du parc qui est à l'arrière de l'Église. Et ça implique également qu'on vienne permettre un bâtiment de 4 étages dans un secteur où les maisons sont unifamiliales. C'est des bungalows, grosso modo, dans ce secteur-là. Donc, évidemment, il y a une question d'acceptabilité sociale. Et pour moi, ce qui est important, c'est que le dernier mot soit aux citoyens. C'est aux citoyens à accepter ou non ce changement de zonage-là. C'est sûr que le résultat aurait pu être autrement. Oui, tout à fait. Mais là, juste à ce jour, il n'y a pas eu de contestation judiciaire ou de demande de recomptage. Donc, ces étapes-là sont maintenant passées. Donc, en principe... Pas à ma connaissance. OK. Bon.
L'aéroport municipal. Même nous, ici, à l'émission, périodiquement, on reçoit ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Là, il y a la fameuse étude du bruit dont on n'a pas encore la divulgation complète. On est rendu au mois de décembre, on va amorcer bientôt l'an 2020. On en est où avec l'avenir de l'aéroport? Je pense que c'est un sujet qu'on va discuter encore pendant quelques années et certainement qu'un sujet qui va faire une question d'enjeu à la prochaine élection municipale. Moi, tu sais, on doit conjuguer avec une réalité qu'on a un aéroport au beau milieu de notre municipalité. Et la municipalité, par le passé, a accepté de développer, de permettre des développements résidentiels au pourtour de l'aéroport. Et là, aujourd'hui, on est au pris avec des problématiques de bruit. Et il y a actuellement une situation aussi où on a une tour de contrôle dans cet aéroport-là, où le nombre de mouvements actuels à l'aéroport ne justifie pas la mise en place, le maintien de cette tour de contrôle-là. Et là, certains cherchent à augmenter le nombre de volumes pour venir permettre le maintien de cette tour de contrôle-là à Saint-Jean. La réalité, c'est que si on augmente le nombre de mouvements, bien, on vient augmenter les nuisances dans le quartier. Donc, le conseil municipal aura des décisions à prendre dans le futur, à savoir qu'est-ce qu'on fait de notre aéroport. Mais dans le futur étant dans 1 an, 2 ans, 4 ans? Incessamment, on doit... Et l'étude sur le bruit, elle? Bien, l'étude de bruit va servir finalement au comité de gestion du bruit à venir documenter une demande pour justement réglementer les activités sur le site de l'aéroport pour chercher à diminuer justement la nuisance sonore. Et à quel moment sera-t-elle rendue publique? Je pense pas que c'est un véritable enjeu. L'étude de bruit, je pense, compte... le document est presque épais, là, c'est très, très technique, là. Et puis, je pense qu'elle sera rendue publique incessamment. Ce n'est pas quelque chose de confidentiel, là. C'est un peu laborieux et un peu lourd. Le comité de vigilance aussi avait certaines réticences. Le comité de vigilance qui siège sur le comité de bruit ont pu consulter l'étude, ont commenté l'étude. Il y a eu une version corrigée de l'étude sur le bruit qui va être déposée dans le cadre de notre formulaire là, auprès de Transport Canada pour justement venir réglementer le bruit à l'aéroport. Bon, parlons maintenant de l'avenir des golfs. Là aussi, on en a parlé beaucoup dans la première année du mandat. Là, dans les dernières semaines, voire les derniers mois, pas grand-chose de nouveau, autant pour Saint-Jean que pour les Légendes ou encore l'ancien golf de la mairie. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Parce que techniquement, il n'y a pas de projet, officiellement en tout cas. Il n'y a pas de projet officiellement, donc il n'y a pas de demande de dézonage non plus. Exact. Pas en date d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus au cours de 2020 qui vont un peu clarifier l'avenir que la Ville entend donner à ces golfs? On a un comité, justement, qui discute sur l'avenir du golf, qui ne s'est pas réuni depuis fort longtemps. Et puis, je sais qu'il y a une réunion qui est prévue. M. Castonguay, qui pilote notre urbaniste, le directeur du service d'urbanisme, nous a annoncé qu'il allait nous réunir très, très bientôt. Je sais qu'il y a des pourparlers à gauche et à droite, mais effectivement, il n'y a pas de projet comme tel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour où on veut venir créer un projet sur un terrain, bien, il faut que le zonage le permet. Et actuellement, sur les golfs, il n'y a aucun projet qui est permis autre que de jouer au golf. Donc, à partir du moment qu'on veut venir changer ça, bien, il faut que les citoyens qui habitent au pourtour du terrain soient d'accord. Donc, dans le fond, si des gens ont des projets, ces projets-là doivent être socialement acceptables par tous les voisins. Bon. Parlons maintenant du vieux Saint-Jean, des travaux qui durent depuis plusieurs années maintenant. Le pont est maintenant ouvert. Et qui se poursuivront encore pendant... Et qui vont se poursuivre. Mais ça, c'est mon autre point. Et pour l'avoir vu et constaté, notamment quand on a refait l'entrée nord, où il y a eu quand même un certain impact économique là, pour les commerçants. Il n'y en a pas beaucoup, mais les commerçants de la Trinquette jusqu'à la pizzeria. Là, je me dis, la journée qu'on va ouvrir la rue derrière vous, ça va être quoi les impacts pour les commerçants? Les impacts vont être majeurs. Puis juste il y a quelques mois, lorsqu'on a terminé l'aménagement avant l'ouverture du pont, on a terminé l'intersection Richelieu-Saint-Jacques. Les rues étaient fermées quelques semaines. C'était difficile pour les commerçants. Donc, c'est important qu'on y réfléchisse dès maintenant, puis que la municipalité soit là pour venir supporter les commerçants, parce qu'effectivement, vous avez raison. Cette période-là va être difficile. Comment on va faire pour atténuer ou à tout le moins diminuer les appréhensions des commerçants, comme vous le dites,
l'expérience, la courte expérience de la fermeture ici a entraîné quand même des pertes importantes. On va les réunir, on va mettre de la signalisation, on va inviter les citoyens à se promener sur des 2x4 pour aller voir les commerçants. Je ne sais pas, j'extrapole, mais ça va être quoi? Je comprends qu'il n'y a pas de solution magique, puis qu'ultimement, quand ça va être fait, tout le monde va être super content. Mais le temps que ça va durer, ça va être dur, là. Oui, puis les solutions vont être différentes d'un commerce à l'autre, tout dépendamment de la situation géographique. Je pense entre autres à la chaussure Pierre-Roy, où on peut y accéder par Champlain, par la petite ruelle. Donc, je sais que le petit roi veut aménager une nouvelle porte qui va donner sur la ruelle, qui va régler son problème à lui. C'est pas tous les commerces qui peuvent faire de ce genre d'aménagement-là. Donc, les solutions vont devoir être particulières. On devrait être imaginatif pour chacun des commerçants en fonction de leur réalité. Si on est une télévision communautaire ou c'est un salon de coiffure ou un commerce de détail. Donc, et puis, mais oui, il y aura des communications à faire, mais il faut créer aussi des événements pour essayer d'amener les gens à fréquenter le centre-ville. Puis la municipalité fait déjà beaucoup d'efforts. Pas plus tard que le week-end dernier, la municipalité a supporté l'organisation du défilé du Père Noël qui a amené plusieurs milliers de personnes. Je pense à mon vieux Saint-Jean-la-Nuit aussi, la baume de l'été, l'exposition de voitures anciennes. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par la municipalité pour créer de l'animation, pour que le centre-ville soit attractif, pour justement venir donner de l'oxygène à nos commerçants. Restons dans le Vieux-Saint-Jean, le dossier de la maison Boutier, non loin de Georges Faneuf sur Jacques-Cartier. Bon, dossier qui est maintenant réglé, mais expliquez-moi. Presque réglé. Presque réglé? Presque réglé. Actuellement, la municipalité, à la dernière séance du Conseil, la municipalité a voté une résolution pour accepter la signature d'une entente avec le CI3S. Dans les jours qui ont suivi, le CI3S a eux aussi signé une entente autorisant la signature de l'entente. Mais à ma connaissance, l'entente n'est pas encore officiellement signée. On n'est pas encore passé chez le notaire. Donc, et dites-moi, mais tout ça, ceci qu'est-ce qui s'est passé avec le député Lemieux? Parce que, bon, un certain soir de septembre, vous avez passé une résolution là-dessus. Le député Lemieux était un peu irrité parce qu'il se disait, bien, pourquoi la Ville passe une résolution alors qu'en fait, c'est un dossier qu'on a réglé avec 2-3 téléphones au mois d'août. Il était même ici. Comme je vous dis, il n'est toujours pas réglé alors où on se parle. Tout ça n'est pas encore été signé. On n'est pas encore passé chez le notaire. Le bâtiment est toujours la propriété du CI3S. Donc, avez-vous eu l'occasion de reparler de ça avec le député Lemieux? Parce que visiblement... Oui, j'en ai reparlé. Bon, est-ce que les relations sont bonnes ou meilleures? Oui, sont meilleures. Ouais. Il était fâché, M. le député, là. OK, bien, vous lui demanderez de commenter la chose. Bon. Bilan de mi-mandat. Ce qui est particulier avec ce mandat-là, puis prenons même l'exemple de la dernière séance du Conseil. Mardi dernier, vous avez voté le budget unanimement. Vous avez eu une assemblée du Conseil qui, somme toute, s'est relativement bien passée, jusqu'au moment où on arrive à la période des questions ou le tour de table, où là, ça se corse un peu. Donc, souvent, ce qui a été mis en cause depuis les 2 premières années, c'est une ambiance qui est parfois un peu difficile entre les deux groupes, entre les deux équipes qui sont opposées à ce Conseil-là. C'est des visions qui s'affrontent. Vous le qualifiez comment, votre bilan de mi-mandat? Mais malgré, effectivement, le climat politique difficile, force est de constater que l'économie de Saint-Jean va extrêmement bien. Au moment de faire le bilan de la dernière année, je faisais la revue de tous les articles de journaux de la dernière année. Et je lisais des titres, investissement record dans le secteur industriel, des meilleurs débuts de trimestre au niveau des transactions immobilières, meilleur début d'année pour la mise en chantier, Saint-Jean-sur-Richelieu, un des marchés les plus prisés au niveau de l'investissement, des surplus financiers, des surplus budgétaires plus grands qu'anticipés. Et pourquoi ça arrive? Parce que, justement, l'économie de Saint-Jean va bien. On a beaucoup de transactions immobilières, beaucoup. Si la ville va bien, pourquoi le climat est aussi mauvais? Bien, parce qu'on dicte actuellement l'avenir de notre municipalité. On souhaite que l'économie de Saint-Jean va bien. Maintenant, il faut revoir la façon qu'on développe Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, c'est là qu'on a deux visions qui viennent se confronter. Un groupe qui souhaite poursuivre le développement comme on le fait depuis 30 ans. Et un autre groupe, l'équipe Alain Laplante, qui propose une vision où on vient protéger l'environnement, on vient protéger nos terrains de golf, on vient protéger les milieux naturels, on vient protéger nos terres agricoles. Dans le fond, ce qu'on propose, c'est de venir protéger la qualité de vie de nos citoyens, justement dans le dossier de l'aéroport, où on doit travailler à diminuer nos déversements d'égouts dans la rivière. Donc, on souhaite
redévelopper la municipalité, mais en revoyant la façon qu'on le fait. Et évidemment, quand on fait ça, bien, on se confronte à des intérêts privés. Mais est-ce que le climat des assemblées est aussi, disons, dû en partie au fonctionnement, à la régie interne, au décorum, ou même à la limite à la présidence des assemblées? Je m'explique. Dans les dernières semaines, à plusieurs occasions, le groupe majoritaire au Conseil soulève des points d'ordre en lien avec le règlement de régie interne. Écoutez, Monsieur le maire, vous devez faire respecter le décorum. Tel intervenant, tel citoyen ne l'a pas respecté, vous le laissez aller, le préambule est trop long. Il y a des commentaires, des fois, qui ne sont pas gentils à l'égard des élus ou même de certains fonctionnaires. Bref, est-ce que vous croyez ou assumez une présidence des assemblées qui est relativement correcte en lien avec le respect du règlement de régie interne? Le règlement de régie interne, d'abord et avant tout, n'est pas respecté par les élus. Donc là, les membres du groupe des 9 me demandent d'appliquer sévèrement le règlement de régie interne auprès des citoyens parce qu'on ne veut pas entendre, ils ne veulent pas entendre les commentaires des citoyens. Mais de leur part, ils ne respectent pas le règlement de régie interne, me coupent la parole, crient continuellement, donc passent des commentaires, on ne peut pas à la fois demander aux citoyens d'agir comme sage comme une image et respecter à la lettre le règlement de régie interne. Mais si un citoyen émet un commentaire désobligeant à l'égard d'un fonctionnaire ou d'un élu, il n'est pas de votre rôle de l'avertir ou de l'arrêter? Bien, un coup que le commentaire est déjà lancé, c'est difficile de retirer les mots qui ont été dits. Évidemment, j'invite les citoyens, tout comme j'invite les élus, à baisser le ton, à se calmer, à rester respectueux. Ceci dit, quand on a des élus qui sont méprisants envers les citoyens ou interpellent les citoyens réagissent, bien, on ne peut pas à la fois mettre de l'huile sur le feu et ensuite m'accuser de ne pas bien gérer les incendies. Donc, moi, je pense que d'abord et avant tout, les membres du Conseil doivent être plus respectueux envers, revoir leur façon qu'ils interagissent avec les gens dans la salle, arrêter justement d'être méprisants, d'être plus respectueux envers les citoyens, répondre aux questions. Hein, quand on nous pose des questions, ce serait le fun aussi qu'on donne des réponses véridiques. Et peut-être qu'on va créer moins d'animosité entre les citoyens puis... En même temps, pendant ce temps-là, vous faites toujours l'objet de 3 plaintes en harcèlement psychologique de la part de 3 employés, enquête qui est en cours devant la CNESST. Votre frère, Sylvain Latour. Bon, exact. Et d'autres personnes aussi, le directeur général et le greffier. En même temps, vous êtes actuellement suspendu pour une autre cause devant la CMQ, mais cette suspension-là est actuellement même suspendue. Je ne suis pas suspendu. Exactement, parce qu'actuellement, elle est un peu comme stand-by, le temps que la cause soit entendue le 19 décembre prochain. Mais au travers de ça, on a vu le gouvernement du Québec, avec sa ministre Laforêt, déposer le projet de loi 49 qui vise justement à atténuer le harcèlement en milieu municipal. Qu'est-ce que vous pensez de la loi, du projet de loi de la ministre Laforêt? Je suis tout à fait d'accord avec la loi de la ministre Laforêt. Donc, vous ne pensez pas qu'elle vous ait visé nécessairement? Je ne commenterai pas le dossier qui est actuellement analysé par la CNESST. Ma vision de ce qui se passe, contrairement à celle de votre frère, elle est fort différente. Bon. Donc, je vais laisser la CNESST juger la situation, qui est, à mon point de vue, très, très, très politique. Bon. Et dans l'hypothèse où le juge rejette votre requête le 19 décembre prochain ou dans les semaines qui suivent, allez-vous aller en cour d'appel? Allez-vous aller en cour suprême? Est-ce que vous allez accepter la suspension et elle suivra son cours? Je ne commenterai pas la décision future du juge. Mais vous vivez comment avec ça? Dans l'idée de peut-être être suspendu en 2020 ou peut-être pas non plus? Je ne commenterai pas la décision de la CMQ ni la décision de la Cour supérieure. Mais est-ce qu'on peut dire que ceci n'aide pas nécessairement le climat non plus? Je ne comprends pas ce que vous dites. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais je veux dire, ce climat actuellement... Non, mais le groupe des 9 font des plaintes mensongères à mon sujet et ensuite, vous dites que c'est la plainte du groupe des 9 qui nuit au climat. Donc, finalement, ce que vous dites, c'est que c'est le groupe des 9 qui nuit au climat politique. Mais aussi, vos adversaires vous reprochent actuellement d'avoir dépensé à peu près pour 300 000 de frais d'avocat. Ils me défendent, comme je dis et je répète, le jour où ils vont cesser de m'attaquer, je vais cesser de me défendre. Donc, ils ne peuvent pas m'accuser de dépenser des frais d'avocat quand c'est eux-mêmes qui entreprennent des poursuites contre moi. Mais dernière question, à quel genre de 2 ans on doit s'attendre? C'est un peu ça, parce que là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Les 2 prochaines années devraient être, au niveau du climat, à mon avis, j'anticipe des années encore plus difficiles que les 2 dernières.
Le groupe des Neufs n'accepte pas que j'ai été élu à la tête de la Ville de Saint-Jean, mais c'est moi qui est quand même le maire de la Ville de Saint-Jean. Les gens ont voté pour moi. Et puis, ils n'ont pas accepté dans les 2 dernières années. Je serais très surpris qu'ils l'acceptent dans les 2 prochaines. Donc, ultimement, ça sera aux électeurs de trancher. M. Laplante, est-ce qu'on vous souhaite de joyeuses fêtes? Tout à fait. Allez-vous vous reposer? Tout à fait, comme on vous souhaite également de joyeuses fêtes. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, c'est du sérieux, on parle de lutte. Avec Éric Ouimet, Arsenic et notre chum d'Estro. C'est quoi ça? Ça, écoute, c'est la nouvelle ceinture du champion de la FML. On va le dévoiler en primeur. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. C'est un rendez-vous en fin de semaine et la suivante pour le marché de Noël du Vieux Saint-Jean, les vendredis, samedis et dimanches sur les 2 prochaines fins de semaine. À chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Si parfois vous la manquez, elle se retrouve également sur notre site Internet, tvhr9.com. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Pour avoir la liste des détaillants, il y en a une trentaine. Encore une fois, allez sur tvhr9.com. Et nous, on se fixe rendez-vous demain pour la prochaine édition d'ericlatour.com. Bye bye.